think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. Selon l'étude de la Banque mondiale sur la pauvreté et le partage de la prospérité en 2022, nous avons aujourd'hui 1,2 milliard de personnes qui vivent dans une pauvreté aiguë dans la planète. En Afrique subsaharienne, nous avons 389 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et l'Afrique subsaharienne abrite 60% de la pauvreté mondiale. Et donc, quand on regarde tout ça, cette pauvreté extrême, on regarde l'avènement de la Covid en 2019-2020, on constate que 70 millions de personnes ont été conduites dans la pauvreté. 719 millions de personnes vivent avec moins de $2,15 par jour. Quand on observe tout ça, il y a une certaine tristesse. Comment construire ensemble un lendemain meilleur pour notre future génération? Comment construire ensemble une Afrique où il fait bon de vivre pour notre future génération? Et comment construire ensemble une Guinée prospère où nos jeunes ne rêveront plus d'aller à l'étranger à travers la migration irrégulière? On constate aujourd'hui les effets mondiaux. Par exemple, lorsqu'on regarde la balance d'exportation mondiale, on constate que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, en Europe, en Asie, impacte le dernier village qui est à Yomo. Par exemple, on constate que le prix du maïs a augmenté. Et ceux qui sont dans l'aviculture vont être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ça constitue un frein. Et c'est pour ça, les œufs coûtent cher. C'est pour ça, le poulet coûte cher. Et donc, nous vivons dans un monde intégré, dans un gros village, où nous sommes obligés de surveiller ce qu'on fait pour ne pas créer un effet néfaste autour de nous. Donc, quelle est la solution aujourd'hui pour bâtir une Guinée prospère? Je pense qu'il faut déjà regarder le taux de pauvreté dans notre pays. Plus de 55% de la population est pauvre. Et quand on regarde la croissance des enfants, il y a une étude que le PAM a sortie, nous avons 24,4% des enfants qui ont des problèmes de croissance. Et pour résoudre cela, j'estime qu'il faut regarder l'éducation, mettre en avant l'éducation. Parce qu'à travers l'éducation, on peut bâtir un pays solide et prospère. Mais comment amener des enfants pauvres qui ont leurs besoins primaires qui n'est pas atteint, qui ont faim, qui n'ont pas de quoi porter? De chez moi à Taouya d'ici, et je ne sais pas d'où vous avez quitté pour venir ici, je pense que vous avez dû constater la pauvreté tout autour, les mendiants, les femmes qui vendent dans la rue. Donc l'éducation est essentielle, mais comment le faire ensemble? Comment construire ensemble un pays solide? Parce que je pense que si on arrive à réussir ce défi, non seulement nous réussirons à avoir une population qui n'est pas manipulable, on réussira à traiter les problèmes liés au changement climatique, on réussira à relever d'autres défis politiques. Je donne un exemple. En 2018, j'étais en tournée en Guinée pour je crois que c'était une caravane des investissements. Et c'était au moment où il y avait les élections communales. Et j'ai eu la malchance de me retrouver à Kindia, à la sortie de Kindia, en allant vers Mamou, dans un quartier qui s'appelle Tapioca. Et on nous a attaqués, il y avait une embuscade. C'était des enfants qui étaient dans la tranche d'âge de 8 à 14 ans. Personnellement, j'ai été attaquée. Il y avait 10 véhicules, on était une cinquantaine, il y a eu des blessés. Mais je me suis dit, si ces enfants étaient à l'école,
on ne serait pas dans ce scénario. Si les parents de ces enfants avaient été à l'école, ils n'auraient pas été manipulés. Donc il est très important de mettre l'éducation au centre de tous ces problèmes. Quand on est dans notre véhicule et qu'on boit de l'eau, on jette, on ne sait pas quel est l'effet de ce geste sur la nature. C'est l'éducation une fois de plus. Alors pour ma part, c'était en hiver. Nous étions en 2004. J'étais aux États-Unis. J'étais dans mon bureau. Et j'avais une pile de dossiers sur la table. Très stressée. Je me posais la question, mais est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie? Je gagne bien ma vie, mais est-ce que c'est là où je veux rester? Et des jours avant, j'avais accompagné un ami dans une famille aux États-Unis, comme quoi la pauvreté est là-bas aussi. Et dans cette famille, quand on est arrivé en quittant, il y a un enfant qui m'a appelé et qui m'a dit « Mom, I'm hungry. Madame, j'ai faim. » Je me suis dit, aux États-Unis, on peut avoir encore des personnes qui ont faim. Alors là, ça m'a tiqué. S'ils ont faim ici chez moi, et ma Guinée. Et donc le débat interne que j'avais, quand j'étais dans mon bureau, m'a permis de prendre la décision que je voulais impacter, que je voulais apporter ma petite contribution pour bâtir ma Guinée. Mais comment le faire? Déjà, le premier pas, il fallait bien que je retourne au pays. Ça a pris du temps à cause de la pression familiale. Mais en 2007, j'ai décidé de rentrer. J'ai fait le pas. Ce n'était pas évident, beaucoup de découragement et de critiques. Qu'est-ce que tu vas faire en Guinée? Mais je suis venue. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une grande institution, une institution publique qui a permis aujourd'hui de libéraliser l'entrepreneuriat en Guinée, parce qu'on peut créer maintenant une entreprise maximum une semaine, mais minimum 72 heures. J'ai contribué à initier des réformes qui ont permis d'assainir l'environnement des affaires en Guinée. La digitalisation, par exemple, du système des impôts. Et pour moi, ceci n'avait pas de prix. Pouvoir apporter ma contribution à travers une équipe. Et je me rappelle, lorsqu'on a pris fonction, le directeur et moi, on voulait bâtir une institution solide, une institution de référence en Guinée. Mais comment le faire? Il fallait s'outiller. Il fallait amener les personnes ressources autour de soi. Tout à l'heure, quelqu'un l'a mentionné. Il fallait avoir des personnes ressources pour pouvoir bâtir ensemble, construire ensemble une agence de référence en Guinée. Et je pense qu'on l'a fait. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais continuer à impacter. Comment impacter encore plus? Comment changer la donne? Comment apporter ma petite contribution? C'est là où j'ai décidé d'aller dans le système des Nations Unies. Et j'ai eu l'opportunité de coordonner un projet d'intégration socio-professionnelle des jeunes. Et c'est là où j'ai touché. J'ai vu la vraie misère. La misère dans les fonds des districts guinéens, où les gens avec 1 franc, 1 dollar, ils étaient heureux. On a eu accompagné un groupement qui était à Zérékoré. L'investissement était moins de 5 000 $. Cet investissement a impacté plus de 350 personnes autour de ce village. Ça n'avait pas de prix, encore une fois, pour moi. Et donc, quand je regarde tous ces effets, j'ai rencontré des jeunes filles qui n'avaient plus l'espoir, mais qui essayaient quand même de travailler. Par exemple, j'ai rencontré une jeune fille à Béla qui tissait, qui faisait le tissu. Mais rien que de nous voir, rien que la petite contribution qui n'était même pas de 200, 300 $, elle avait l'espoir de vivre. J'ai rencontré des jeunes filles qui ne savaient pas par où commencer, soit pour entreprendre, soit pour trouver un emploi. Et à travers les formations qui ont été offertes, on a pu leur donner de l'espoir. Et aujourd'hui, j'ai certaines qui sont autour de moi.
que je continue d'encadrer, et c'est ça ma passion. Construire ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est inévitable. Il faut qu'on le fasse. Et c'est possible. C'est possible. Un exemple. Le 2 octobre 2022, à travers ma mère, je suis allée rendre visite à une jeune fille qui s'appelle Massila, qui avait appelé ma mère, qui me disait « J'allais mourir. Tanti, je vais mourir. Aide-moi, s'il te plaît. » Et ma mère m'a dit « S'il te plaît, viens avec moi à l'hôpital pour rendre visite à Massila. » Et quand je suis venue, j'ai trouvé une fille dans une de ses douleurs. Je ne pouvais pas. Au fait, c'était plus que moi. Une fille qui souffrait tant, mais qui avait un petit sourire d'espoir. Une fille qui, à cause des pesanteurs sociales, culturelles, qui n'avait rien dit à qui que ce soit. Sa grand-mère, son père, ne savaient pas sa vraie histoire. J'ai prêté mon oreille, je lui ai caressé la tête et je lui ai demandé « Dis-moi comment est-ce que tu as eu ce problème ?» Elle m'a expliqué. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire pour sauver la fille de cette fille ? La vie de cette fille, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est là où j'ai vu toute la Guinée venir ensemble pour aider cette fille. Et je me suis dit que le bon Dieu m'a utilisé comme un véhicule pour faire apparaître ce problème qui était caché. Une fille qui était dans une salle d'hôpital à Ignasdine, la dernière salle avant la morgue, qui était juste prête à mourir, où tout le monde l'avait abandonnée. Et donc là, j'ai fait appel à 2 personnes qui m'ont vraiment aidée. Mes 2 belles-sœurs. Une, elle était journaliste, et une qui avait un réseau au niveau des hôpitaux. La journaliste a dit, écoute, je vais appeler mes amis qui ont des ONG. Elle a appelé 2 ONG. Il y a une ONG Ma Vie, son enfance, où j'oublie le nom de l'ONG, et il y a aussi l'ONG de Moussa Hiro. Et l'autre belle-sœur, elle m'a dit, écoute, je connais la directrice de la chirurgie d'Ignasdine. On va aller la voir le dimanche. Le dimanche, on est allé la voir. Elle m'a dit, écoute, ça coûte beaucoup d'argent, mais cette fille, elle a déjà une septicémie qui commence, donc je ne sais pas si elle va vivre. Mais si tu t'engages, on peut faire le nécessaire pour essayer de sauver sa vie. Donc dès le lundi, déjà, tout était activé. Nous avons les ONG qui ont commencé à communiquer sur elle, et nous avons aussi l'hôpital qui a eu les ressources qu'il fallait pour l'opérer. Et on avait l'espoir, et Massila avait le sourire, vous pouvez voir sur les images. On a tout fait, on a fait bouger les choses. Et maintenant, le gouvernement aussi s'est engagé, et le président s'est engagé à la faire évacuer. Et malgré ça, elle avait l'espoir. Quand elle est arrivée en Tunisie, je me disais, déjà en route pour l'aéroport, je pleurais. Je pleurais de joie parce qu'on a trouvé une solution pour Massila, mais mon inconscient peut-être pleurait pour dire qu'elle n'allait jamais revenir en Guinée. Elle m'a promis de revenir quand elle est allée. Elle a reçu 7 opérations. Son corps était fatigué, elle n'a pas survécu. Massila, son corps est revenu. Mais là, j'ai vu tout le monde agir. Chacun a apporté sa contribution. Et donc, construire ensemble est possible. Maintenant, vous qui êtes dans cette salle, j'aimerais que vous vous regardiez et que vous preniez au fond de vous l'empathie que vous avez pour vous dire que tout l'amour que vous avez, vous pouvez le ressentir, et pour vous dire que c'est possible de construire ensemble. Et je veux vous laisser pour vous demander, qu'est-ce que vous comptez faire pour construire une Guinée meilleure? Posez-vous cette question et trouvez la solution le plus vite que possible. Je vous remercie.